Bonjour à tous, je vous retrouve cet après-midi en compagnie de Rémi et Marguerite. Ils sont frères et sœurs, ils ont tous les deux été élevés au cours d'une communauté religieuse pointée du doigt pour ses dérives sectaires. Frédéric Farigou, l'une de nos psychologues, et Serge Blisco, spécialiste de ces mouvements sectaires, sont avec nous. Alors, il faut d'abord préciser que pour éviter de faire le jeu de ces communautés, nous avons préféré taire leur nom aujourd'hui. Rémi et Marguerite, merci de votre confiance. C'est la première fois que vous parlez sur un plateau de télévision. Pourquoi est-ce important pour vous d'être parmi nous aujourd'hui ? Eh bien, c'est important parce que dans le milieu dans lequel nous avons grandi, c'est un problème. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent être dedans et ne pas s'en rendre compte. Nous, on en est sortis grâce à un sacré caractère, je crois. Ouais. Et puis, si ça peut permettre à des gens de réaliser ça, qui sont dedans, ou même de ne pas y tomber dedans, c'est un but préventif, quoi. Rémi, vous ne vous êtes pas libéré en même temps de l'emprise de votre communauté. Vous êtes le plus âgé. C'est vous qui êtes parti le premier. Vous aviez quel âge ? Eh ben, j'avais, on va dire, dans ma tête, c'est quand j'avais 18 ans que je suis parti, concrètement, mais dans ma tête, c'était entre 10 et 15 ans, l'âge auquel on se pose des questions, que dans ma tête, je m'en suis sorti. Et après, quand j'ai eu 17-18 ans, c'est là que concrètement, j'ai fait des choses pour m'en sortir. D'accord. Et vous, Marguerite ? Moi, c'est quand j'ai eu 19 ans. Au fait, j'ai commencé à cogiter. Quand mon frère est parti, j'avais 8 ans. Et quand j'ai eu 19 ans, je suis partie complètement. Donc, j'imagine que votre frère vous a aidé ? Oui, tout de suite, ouais. Je l'ai appelé, je suis allée directement chez lui. Oui. Avant le départ de Rémi, vous étiez encore une enfant ? Oui, bah, je suivais un cours normal, une scolarité normale. J'étais différente, habillée, on va dire, mais à cet âge-là, les enfants ne regardent pas ça. Donc j'ai pas souffert de ça jusqu'à mes 8-10 ans, quoi, jusqu'à l'entrée au collège. En fait, vous apprenez à vous connaître vraiment que depuis que vous êtes sortis. Voilà, ouais, on s'est vachement rapprochés. Et... Parce qu'on a vécu les mêmes choses à 10 ans d'intervalle. Ouais. Puis le jour où elle a fallu qu'elle s'en sorte, qu'elle a dû sortir de sa famille, c'est vrai que la première personne à qui elle a demandé conseil, c'est à moi. Parce que j'avais 10 ans d'expérience en dehors du système sectaire dans lequel on était, quoi. Voilà. Et le fait que votre frère en soit sorti, ça vous a motivé pour sortir ? Oui, bah, j'ai toujours eu un grand respect pour mon frère, c'est le grand frère. Hein. Et vous étiez encore en contact alors qu'il était déjà dehors ? Au fait, on se voyait peut-être 1 ou 2 fois par an, pas plus pour les rencontres familiales ou choses comme ça. Mais on n'avait pas de relation entre nous, on s'appelait pas. Et puis le jour où j'ai vraiment décidé de sortir de ça, je savais que 10 ans avant moi, il l'avait fait et je savais chez qui je pouvais me tourner. Et je suis allée directement, quoi. Après, on s'est rapprochés directement. Alors Magali, bonjour. Alors, dans votre cas, Magali, c'est votre propre mère qui a fondé une communauté religieuse alors que vous étiez adolescente. Pourquoi avez-vous choisi de médiatiser votre histoire il y a quelques années ? Pour éviter que d'autres personnes se fassent avoir, ne tombent dans le piège, et aussi pour me donner de l'espoir. Si moi je suis là, d'autres aussi peuvent en sortir. Donc vous considérez que votre maman a manipulé beaucoup de personnes, alors, puisqu'elle est à l'origine de Complètement, oui. Elle est actuellement mise en examen, votre mère, pour abus de faiblesse dans le cadre d'une dérive sectaire. Son procès n'a pas encore commencé aux yeux de la loi, elle est donc toujours présumée innocente. Vous meniez quelle vie, vous, avant qu'elle fonde son association ? Avant toutes les apparitions, avant tout ça, on avait une vie standard. C'est quoi toutes ces apparitions dont vous parlez ? En fait, cette femme avait des pseudo-apparitions tous les 15 du mois à minuit 6. Quel genre d'apparition ? La Sainte Vierge. Lui aurait donné des messages à donner au monde entier, qu'il fallait traduire dans toutes les langues. Et donc, elle était mandatée par Dieu pour donner la bonne nouvelle, ou pas d'ailleurs. Et elle était un instrument de Dieu. Avant d'avoir ce genre d'apparition, elle était quel genre de mère ? Une mère classique, une mère standard qui était plutôt classique, attentive. plutôt aimante. Ouais. Oui,
J'ai envie de dire oui. Maintenant, je me dis que c'était de l'amour hypocrite parce qu'on ne peut pas aimer ses enfants petits et les détester, les lâcher comme elle nous a lâchés en grandissant. C'était pas... je pense que c'était quelque chose qu'elle avait en elle déjà à cette époque. Elle était déjà très concernée par la religion avant d'avoir ces apparitions? Nous, oui, nous, on était obligés d'aller au catéchisme, à la messe. Elle n'y allait pas. Mais elle en parlait beaucoup? Oui. Elle nous obligeait, nous demandait qu'est-ce que le prêtre nous avait dit, qu'est-ce qui s'était passé à la messe, quelle était la parole du jour. Et on en parlait avec elle, mais elle n'y allait pas. Alors, vous aviez 14 ans quand la spiritualité a pris une nouvelle dimension dans votre vie. Ça s'est fait du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Une histoire de Dame Blanche. Une légende de Dame Blanche au milieu des bois, dans une petite commune à côté de Dijon, qui apparaîtrait tous les 15 août à minuit, une Dame Blanche. Et donc, elle a voulu aller voir ce qui s'y passait. Elle y est allée avec nous, ses enfants, fait son chapelet. Et puis, minuit 6 est arrivé et là, elle a prétendu voir une forme blanche qui lui aurait parlé et qui lui aurait demandé de venir ici tous les 15 de chaque mois jusqu'à ce qu'elle lui demande de ne plus venir. Et vous l'avez vue, vous, cette forme blanche? Du tout. Non. Comment elle a expliqué que vous ne l'ayez pas vue? Ah ben, c'est la volonté de Dieu. D'accord. Vous vous êtes dit quoi, vous? Mais je me suis dit qu'elle avait... Enfin, je me suis dit rien du tout. Je me suis dit que si elle l'a vue, elle l'a vue. J'avais confiance en elle. Hein. Je me disais qu'elle ne pouvait pas me mentir. Hein. C'était pas possible. C'était inconcevable pour moi qu'elle me mente, qu'elle... Non. Donc, à quoi a commencé à ressembler votre quotidien après ça? Ça a fait une révolution. Tout le monde en parlait autour, tout le monde. Et puis, les pèlerins ont commencé à venir frapper chez nous. Il y a eu énormément de monde très très vite, des cars qui venaient en pèlerinage, hein, avec des bougies, avec des... c'est devenu quelque chose d'énorme, très vite. Et elle a été beaucoup sollicitée pour des prières, pour des ci, pour des là. Et à ce moment-là, elle a changé complètement. Sa vie était à Dieu, elle avait plus de famille, plus de vie de famille, plus d'enfants. Enfin, on faisait partie à part entière de sa vie sans qu'on soit vraiment ses enfants et qu'elle s'occupe de nous. Elle était devenue un peu une sainte. Il y a des pèlerins qui voulaient juste l'approcher pour pouvoir la frôler. C'était pour eux une bénédiction d'avoir frôlé cette femme. Est-ce que vous avez essayé de parler avec elle en lui disant hey, tu es en train de nous oublier, tu t'occupes plus de nous, vous vous êtes un peu manifesté? Non, parce qu'elle nous disait toujours qu'elle ne s'inquiétait pas pour nous, qu'on allait se débrouiller tout seul, qu'elle avait offert sa vie à Dieu et que Dieu pourvoirait à nos besoins. Est-ce que vous avez eu l'impression, vous, de perdre votre mère à ce moment-là? Sur le moment, quand je l'ai vécu, oui et non. Après coup, oui. Je me dis... Vous dites beaucoup « elle ». Oui, elle. Donc ça veut dire qu'elle est devenue quelqu'un d'autre à vos yeux? Elle est devenue rien du tout, même. Comment? Elle est devenue rien du tout, en fait. Elle existe par la force des choses, mais je ne peux pas appeler cette femme maman ou ma mère ou non. C'est pas un titre, ça se mérite. C'est quelque chose qui se mérite. Qu'est-ce qu'elle vous disait? Comment elle expliquait ce qui se passait autour de vous? Elle vous parlait beaucoup de Satan? Oui. En vous disant quoi? Satan était partout. Ceux qui ne croyaient pas en ce qu'elle vivait étaient sataniques. La télé, les médias, c'était des mensonges, c'était satanique. Aller au cinéma, c'était malsain. Tout ce qui se passait en dehors de cette communauté était malsain. Tout. Qu'est-ce que vous pensez, Frédéric, de ces deux témoignages? Les témoignages de nos invités, ils sont vraiment emblématiques de deux caractéristiques principales des emprises sectaires, à savoir deux phénomènes psychologiques qui sont le clivage et l'amalgame. Le clivage, c'est entre le mouvement sectaire et le monde extérieur, donc qui est perçu comme diabolique, méchant, impur, en tous les cas qui incarne le mal et dont il faut se couper, se protéger. Et l'amalgame, c'est-à-dire que les fidèles, les adeptes, deviennent un tout indifférencié. Et le seul parent devient le gourou. Ce qui fait qu'effectivement, la masse des enfants, des parents,
les liens familiaux sont abolis au profit du groupe. Donc ça abolit les différences, ça abolit les spécificités de chacun et la spécificité des liens entre parents et enfants. Vous étiez ado à ce moment-là? Oui, Vous vous disiez quoi? je la vénérais. Je me disais qu'elle était une femme bonne, hein. Je me disais plus tard, je serais comme elle. J'aiderais les gens, je les accueillerais chez moi, j'aurais une grande maison et je ferais pareil. Aujourd'hui, Et vous en voilà. parlez avec beaucoup de détachement et d'ironie. Ouais. C'était pas le cas à l'époque? À l'époque, on était dedans, on baignait dedans, on était sûr que... Et puis, elle était ma mère. Elle ne pouvait pas me mentir, c'était pas possible. Dans ma tête d'enfant, c'était pas possible. Alors Serge Blisco, vous êtes actuellement président d'une structure qu'on appelle la Mivilude. Oui. Vous pouvez nous expliquer son objectif? Alors son nom, c'est donc Mivilude, veut dire mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Et ces témoignages sont pour nous très, très emblématiques de ce qu'est la dérive sectaire, en particulier quand elle touche des jeunes, des enfants, des adolescents, et du manque de liberté dans la tête quand ils sont très jeunes. Alors on reconnaît bien la révolte de l'adolescence à 10 ans, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se pose des questions, ça peut s'écrouler. Mais c'est difficile de dire « ma mère ment ». Vous le dites aujourd'hui avec beaucoup de, j'allais dire, de certitude et de confiance en vous. Mais quand on a 13, 14 ans et que c'est sa mère qui dit, on écoute sa mère. Il faut beaucoup de temps pour se sortir de là. Alors encore peut-être pire, parce que vous avez connu une période avant. Mais les frères et sœurs que vous êtes, eux, ont toujours vécu là-dedans. Et donc on retrouve là l'enfermement du petit groupe, la parole qui tombe du haut, que ce soit de la mère ou d'un leader, et en même temps l'extrême difficulté d'en sortir. Donc c'est une conquête de la liberté intérieure, puis de la liberté tout court quand on s'en va. Mais c'est un déchirement aussi de quitter sa famille, certainement. Alors Rémi et Marguerite, contrairement à Magali, vous êtes nés dans cette communauté dont vous nous parlez. Du coup, on se pose tout un tas de questions. Vous avez eu quel genre d'enfance? Vous alliez à l'école comme les autres enfants de votre âge? Comment ça s'est passé pour vous? Alors pour moi, la différence à l'école, ça s'est beaucoup plus vu que pour un garçon. Parce que moi, j'avais une tenue vestimentaire exigée. Pas exactement dans la forme, mais je n'avais pas le droit aux pantalons. Parce que les pantalons, c'était pour les hommes, selon la Bible. J'avais pas le droit de me couper les cheveux, j'avais pas le droit de mettre de boucles d'oreilles, j'avais pas le droit de me maquiller, j'avais le droit à rien, quoi. Et au fil du temps, une jeune fille commence à se faire un peu coquette, à vouloir ressembler à quelque chose. Et moi, j'étais contrainte à ça. Du coup, j'ai commencé à me rebeller, à me changer chez une copine avant d'aller à l'école. Quel était votre quotidien? En quoi c'était différent de celui d'une petite fille qui n'aurait pas grandi dans un univers sectaire? Déjà, les relations. C'est-à-dire qu'à partir du collège, quand les enfants deviennent un peu méchants, un peu regardants, j'avais plus d'amis, plus une copine, quoi. J'ai eu une amie pour tout le collège, copine. C'était les réflexions, la petite maison dans la prairie. Parce que quoi? La petite maison dans la prairie, on m'appelait, parce que je ressemblais à Madame Ingalls. Ouais. Voilà. Non, à cause de votre tenue? Oui, voilà, le jonc long jusqu'aux pieds, les cols roulés, les tresses, les lunettes. Qu'est-ce qu'on prenait dans cette secte? C'était une secte religieuse aussi? Oui. Oui, c'est une secte évangélique, en fait. Beaucoup de prières, vous deviez respecter des règles précises? Ah oui, c'est-à-dire il y a la prière avant chaque repas, il y a le dimanche le culte le matin, les réunions de prière le mardi soir, les réunions d'édification le jeudi soir. Le dimanche après-midi, édification aussi. Oui, édification, c'est la lecture avant le petit-déj. Lecture de la Bible avec explication. Voilà. Pour que, voilà. Mais explication, tout est relatif parce que c'est expliqué par une personne. Mais bon, la personne est, soi-disant, sous l'action du Saint-Esprit, donc parle de la parle comme... Donc jamais regarder la télé, regarder un film à la télé ou des séries à la télé? On n'a jamais eu la télé. On n'a jamais eu la télé. Comme a raconté Magali, ouais. C'est tout pareil. Hein. Ouais. On nous coupe complètement du monde. On appelle ça, comme on en parlait tout à l'heure, le monde. Ouais. Et le monde, c'est très péjoratif dans notre enfance. Quand on disait le monde, c'est-à-dire c'est le monde et les gens qui vont avec, parce que de toute façon le monde va à sa perte et court en enfer. Alors que nous sommes dans ce groupe, et ce groupe-là a raison
au détriment de tout le reste. Mais Les les autres élus, règles à respecter en dehors des prières et des cultes et... bah, il y avait tout, au fait, depuis qu'on est né, toute notre conscience a été manipulée. La conscience de faire n'importe quoi, s'habiller, même une manière de parler, de réfléchir, d'agir, de respirer, tout était conditionné. C'était un monde. Manger, par exemple? Non, Manger, il y a- enfin, c'était après pas de boudin noir, pas de sang. Pas de sang, ouais. C'était le- Interdiction de manger du sang. Et après, il y a. Alors après, c'est un tout parce que c'est un Ouais. package. Hein, je veux dire, il y a des sociétés de production de livres, il y a des histoires pour les Ouais. enfants. C'est vraiment une grosse organisation. Il y a tout pour pallier en fait à ce que pourrait proposer le monde. Donc il y a tout à l'intérieur. C'est-à-dire, depuis la bande dessinée, en passant par... Maintenant, ils sont au DVD, il y a des livres sur tablette tactile, il y a tout aujourd'hui. Hein. Ils sont ils sont très, très bien adaptés au système. Mais comment vous receviez l'enseignement scolaire alors, puisque c'était une école normale, tout ce qu'il y a de plus normal, donc il y a des choses qu'on vous enseignait qui ne devaient pas être tolérées. Bah non, pas du tout. Bah, le darwinisme, tout ce qui était la création de la Terre, c'était... Pour cette communauté-là, c'était dans la Genèse, Dieu créa l'homme, en 7 jours il a créé l'univers et c'est comme ça. Donc, Et moi j'avais posé des questions, j'avais dit oui, j'étudie Darwin, vous en pensez quoi et tout. On m'avait dit, et tu sortiras une phrase de la Bible, Dieu créa l'homme, de toute façon, la Bible c'est la parole de Dieu, tu diras ça, ça va les toucher, point barre. Ouais. Et si tu souffres aujourd'hui, c'est pour la bonne cause, notre vie est faite pour souffrir, on souffre pour Dieu. Enfin, Ah oui, vivons oui, malheureux, quoi, c'est... On sera mieux sauvés, quoi. Justifie la vie qu'on vivait au quotidien en disant, de toute façon, c'est rien sur l'échelle De l'éternité. vous irez au paradis, pour l'éternité, de toute façon, vous en profiterez. Et Donc, là, ça rappelle quand même des discours qu'on entend souvent voilà. ces temps-ci. Oui. Oui, Hein oui. Bon, c'est Ah, pas non c'est plus pour ça violent que, à ce point, mais... J'en parlais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un en disant que, avec ce qu'on entend aujourd'hui, il y a des parallèles. Il me disait non, quand même pas. Mais le problème, c'est pareil. On oriente les gens vers les mêmes choses. On leur fait croire les mêmes choses sûr. avec les mêmes arguments. Alors certes, toutes les communautés ne vont pas vers le meurtre, mais dans l'absolu, le processus est le même. Le processus de fermeture complète Ouais. de l'enseignement de ce qui est vrai, en fait. D'aliénation mentale. Il fait modifier le réel. C'est ce que vous expliquez très bien. Qu'est-ce que On vous pensez appelle là-dessus? ça l'emprise mentale, c'est-à-dire, et c'est particulièrement difficile pour les plus jeunes, mais en même temps, on comprend qu'à force d'être conditionné, alors vous depuis la naissance, vous depuis toute jeune, il est très difficile de développer son sens critique, son esprit critique. Alors évidemment, vous l'avez dit, aujourd'hui on entend ce type de discours. Heureusement, celui-là est extrême puisqu'il amène au sacrifice de soi en tuant d'autres gens. Alors ce n'est pas le cas des mouvements auxquels vous avez été adhérent ou adepte contre votre gré, mais en même temps, on a le même type de processus, c'est-à-dire on doit s'oublier soi-même au profit d'une grande cause, de Dieu, et puis, de toute façon, il y aura le paradis. Et les bons seront récompensés. Alors, si vous faites la moindre erreur, et c'est terrifiant pour des enfants. C'est terrifiant parce qu'ils ont tout le temps, bien sûr, ils sont exubérants, ils sont comme tous les autres enfants, ils aimeraient avoir des copains, ils aimeraient avoir des copines, et chaque fois qu'ils font quelque chose, on leur dit Dieu te regarde, Dieu te fait, etc., et te jugera. Alors donc, on a des enfants qui sont très très mal dans leur tête. Mais en fait, on se barre en continu contre sa propre conscience. C'est un combat contre soi-même. C'est-à-dire? Ça a été le plus dur pour moi parce que je savais que j'étais dans le faux. Je savais pas ce que c'était le vrai parce que je l'avais jamais vu. Mais je me battais contre moi-même pour faire mes expériences. J'avais mauvaise conscience de faire quelque chose, mais je le faisais quand même pour voir parce qu'on m'avait dit toute ma vie que c'était faux, que c'était pas bien. Et... Vous faisiez des expériences à l'encontre de ce qu'on vous inculquait. Exactement. Pour essayer d'aller vérifier. Ouais. C'est ça. Oui, mais ça, justement, cet esprit-là, il n'y en a pas beaucoup qui l'avaient en tant que jeune. Le problème, vous ne pouvez pas leur... Parce qu'on vient de grandes familles, on est très nombreux. Alors, il y a aussi une pression à ce niveau-là, parce que comme on est beaucoup de jeunes au même âge, il y a plein de gens qui sont complètement partie prenante des jeunes là-dedans, puis qui ont l'air de se sentir très bien, et qui vont dire non, mais c'est vrai ce qu'on dit. De toute façon, on ne contredit pas les anciens, enfin ceux qui ont écrit tous les traités. Le respect des cheveux blancs, très nombreux, etc. parce qu'il n'y avait pas de contraception, j'imagine. Non. Non. Voilà. Alors, comment vous expliquez que vous ayez eu cet esprit-là un peu critique?
Je sais pas. Vous l'exposez très bien. C'est-à-dire qu'à un moment, le psychisme aussi est clivé. C'est-à-dire qu'il y a le moi secte qui vous fait effectivement valider un certain nombre de choses, mais ce moi secte, à un moment, il sonne faux. Il sonne faux et petit à petit, dans le psychisme, s'installe le doute, la remise en question et souvent d'ailleurs à l'adolescence. C'est-à-dire que l'adolescence, on commence à ressentir des besoins propres, des pulsions pour rencontrer quelqu'un à l'extérieur, des pulsions sexuelles aussi qui permettent cette émancipation du groupe, cette émancipation à l'origine parentale, puisque c'est ça l'adolescence, c'est s'émanciper des références et des valeurs parentales. Là, ici, c'est les valeurs du groupe. Donc, petit à petit, dans le psychisme, s'installe quelque chose qui sème le doute. Vous rencontrez des gens à l'extérieur, vous vous rendez compte que les jeunes vivent différemment, qu'il existe un monde où on ne partage pas vos valeurs, donc que peut-être ce monde a aussi une existence, une valeur propre. Donc, petit à petit, et il arrive un moment où il y a un déclic qui se fait parce que c'est comme une solution qu'on met et qui cristallise la décision de partir. Mais effectivement, c'est tout un processus. Ah oui. Et puis Magali l'a dit à un moment, c'est Satan de Le Monde que vous appelez, Rémi appelle Le Monde. C'est Satan, donc il faut, même si on a du mal à y croire, on est un jour comme ci, un jour comme ça, on se dit quand même il faut aller dire bonjour à Satan et dire au revoir à ma mère, à ma famille, à ceux qui m'ont élevé, à mes frères et sœurs qui vont rester. Il y a des mouvements, je ne sais pas si c'est le cas dans votre mouvement, extrêmement durs, où quand un jeune est sorti, ses parents ne lui disent plus bonjour, quand ils le croisent, font mine de ne pas le voir. C'est quelque chose d'épouvantable. On a des frères et sœurs et on leur dit vous ne les verrez plus jamais. Vous êtes morts pour la famille, pour tout le groupe. Alors, il faut une force de caractère admirable pour dire ma vie, ma liberté, mes idées avant celles du groupe, etc. Et c'est le début de ce que vous disiez, l'individualisation. Exactement. On n'est plus membre d'un groupe, on est un individu, avec ses erreurs, ses doutes, ses désirs. Mais le problème, c'est que alors déjà, on nous dit suis que ce que ta conscience te dit de faire. Parce que si tu comptes ta conscience, tu vas contre Dieu de toute façon. Donc ça va pas. Ensuite, le gros problème, c'est que comme il y a déjà très peu de gens qui trouvent des solutions, ceux qui en trouvent, qui arrivent à s'émanciper, de toute façon, ils ont déjà beaucoup de difficultés de se retrouver des repères dans la vie. Du coup, c'est des gens qui sont pas forcément bien dans leur peau, même s'ils sont émancipés, qui ont une vie pas facile parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'une relation entre hommes et femmes, homme-homme et femme-femme, parce que ça, en plus ça, on n'en parle encore pas du tout. Et du coup, alors les gens des communautés le voient, vous voyez, il est mal dans sa peau, il n'arrive pas à retrouver des repères, etc. Donc ça ne fait que conforter, etc. Ça ne fait que conforter la communauté. Habile, hein. C'est très très habile. Et voilà. Magali, pour vous aussi, les rituels religieux étaient très présents au quotidien. À quoi vous deviez vous plier? Au quotidien, je dirais, quand on a été, on va dire, la communauté à proprement parler, on avait tous un rôle à jouer. C'était comment la communauté pour vous? C'était dans une maison, dans un village? Ça a commencé dans la maison, oui, dans la maison où on a grandi, parce qu'il n'y avait pas plus grand. Donc voilà, donc on partageait nos chambres avec les personnes qui venaient habiter chez nous parce qu'on n'avait pas le choix, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on avait tous un rôle, donc les enfants allaient à l'école, les plus grands, les petits allaient à l'école. Moi, à cette époque, j'étais en apprentissage dans la coiffure, ce qui m'empêchait pas de devoir faire les courses, d'aider au repassage, de faire le ménage. Donc c'était votre mère qui organisait tout ça et qui régnait là-dessus. Telle personne fait ci, celle-ci fait là, pendant qu'elle gère ces autres âmes perdues, comme elle les appelait, assises dans son canapé avec son téléphone portable, aider les âmes perdues. Donc vous avez commencé à vous poser des questions, à avoir des doutes au bout de combien de temps? Ah, alors moi, en fait, bien après ma majorité, c'est mon mari qui m'a un petit peu, qui m'a aidé à me dire, à me poser des questions. Est-ce que tu trouves que ce comportement-là est normal? Est-ce que tu trouves que parce qu'on n'a pas promené un chien en laisse, c'est normal que pendant une semaine, on ostracise une personne du groupe? Des questions très... mais sans me dire, ta mère est comme ci, ta mère est comme ça. Si on ne promenait pas le chien, qu'est-ce qui se passait? Tout le monde est autour de la table et vous devez vous expliquer pourquoi vous n'avez pas obéi. Vous devez obéir. Donc,
Et vous risquez quoi? Ah ben, ça, c'est elle qui le décide. Donc elle est devenue despote. Tout à fait. Alors, au cours de notre enquête, nous avons fait la rencontre d'un jeune auteur qui a déjà réussi à infiltrer plusieurs de ces communautés. Il attend derrière les portes, donc on va l'accueillir. Maxime. Bonjour. Maxime, vous avez donc mené une enquête sur ces groupes sectaires. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet? Tout à fait. Alors, permettez-moi de me présenter brièvement. D'habitude, d'abord, je suis effectivement Maxime Leméoté, écrivain, auteur du best-seller Échappatoire corsé, sorti en 2014. Et plus récemment, j'ai sorti Enquête en milieu sectaire, une enquête que j'ai menée durant 8 mois sur les mouvements sectaires en France. Pour moi, les mouvements sectaires, c'est quelque chose de mystérieux. On entend parler de ça depuis des années. Enfin, j'entends personnellement parler de ça depuis des années. Mais c'est toujours des pièces rapportées. On entend parler de certaines choses, mais je connaissais personne vraiment qui avait mis les pieds dedans. Donc j'ai voulu voir par moi-même un petit peu comment c'est là-bas. Et j'ai pas été déçu, quoi, comme on dit. Comment vous y êtes pris pour infiltrer ces milieux quand même plutôt fermés? Ouais, je me suis inspiré d'un rapport d'enquête parlementaire sorti fin 90 qui liste 193 mouvements sectaires en France. Moi, en tant que Breton, j'ai cherché dans ma région, Bretagne. La Bretagne n'est pas en reste non plus dans tous ces mouvements sectaires. Et j'en ai infiltré 3. Alors, on peut rentrer facilement. Aujourd'hui, avec Internet, les contacts se passent facilement. Le plus dur, c'était de jouer la comédie un petit peu au début, de me faire passer pour une personne un petit peu paumée, mal dans sa peau, au chômage, pas sûr d'elle. Donc, vous êtes resté combien de temps à chaque fois? À la totalité, ça a duré 8 mois. Donc, la personne que vous décrivez peu sûre d'elle au chômage, c'est la proie idéale pour ce genre de secte? Voilà, c'est la proie idéale. Attends, après, il ne faut pas stigmatiser non plus. Il y a des gens qui sont professionnellement très, très élevés, qui tombent dedans également. Mais tout de même, il y a des failles dans chaque personne, quel que soit notre milieu socio-professionnel. Et ces personnes-là vont dans ces failles. Et puis, à aucun moment, vous n'avez craint, vous n'avez redouté de vous laisser manipuler? Parce que finalement, pourquoi pas vous? C'était un risque. Après, je pense être assez fort quand même psychologiquement pour pas tomber dedans vraiment. Surtout que moi, c'est le contraire. Je vais dedans sachant que ces gens-là sont négatifs pour l'individu. Donc c'est différent. Qu'est-ce que vous avez appris alors? J'ai appris pas mal de choses. J'ai vu la manipulation mentale, la perte totale d'esprit critique. Et puis, pour finir, la dépendance psychologique, des gens qui sont incapables aujourd'hui de se passer de ces mouvements. Alors, comment vous avez pu garder votre esprit critique et votre discernement? J'ai bien vu que tout ce qu'ils disaient ne tenait pas debout. Ça dépend des mouvements sectaires, mais beaucoup de mouvements sectaires jouent sur la pseudo-guérison. Ça, il y en a beaucoup. À l'aide de la prière et puis de soi-disant l'énergie de Dieu grâce à la prière, on peut soigner toutes sortes de maladies, cancer, sida et tout ce que vous voulez. Moi, j'ai bien vu que tout ça tenait pas debout. C'est pas, d'un point de vue rationnel, ça tourne pas debout. Vous dites ça à n'importe quel scientifique, il rigolera. Mais donc voilà, j'ai bien vu que c'était surtout une bande d'illuminés. Pas dangereux physiquement, mais très dangereux psychologiquement. Alors, pendant la préparation de cette émission, vous avez emmené l'une de nos journalistes à la rencontre de communautés connues pour leurs dérives sectaires. Ça se passe en caméra cachée, bien sûr. On regarde et on en reparle après. À Paris, dans le 14e arrondissement, nous avons rendez-vous avec Maxime, un journaliste spécialisé dans les milieux sectaires. Ça va, Maxime? L'une des journalistes de notre rédaction va l'accompagner dans ses rendez-vous et pour entendre le vrai discours de ces groupuscules, c'est en caméra cachée qu'ils vont filmer ces entretiens. Là, ça se met à clignoter en rouge. D'accord, je vais regarder. Je te laisse essayer, ça t'ira mieux qu'à moi. On est parti. La première organisation dans laquelle ils se rendent prétend être une association qui s'inspire du bouddhisme. En réalité, elle a été épinglée pour ses dérives sectaires. Après 20 minutes de prière, ils ont accès à l'une des responsables du mouvement.
Ce qu'on voulait savoir, nous savoir un peu plus en détail, ce qu'on y pratique exactement, et puis voilà, quoi, les bienfaits également. Le fait de réciter devant ce parchemin permet d'éveiller l'état de Bouddha qui existe chez chaque personne. Et l'objet de culte, il ressemble à quoi en fait? C'est le parchemin que vous avez vu là-haut. Ah oui, en grand, voilà. D'accord. Voilà, ce n'est pas une statue. Il y a toujours un maître de cérémonie qui est là Il y a des personnes qui sont plus ou moins en charge, si vous voulez, des réunions quand elles ont lieu ou des réunions d'études, parfois plus un aîné dans la croyance, mais voilà, là c'est quand il y a des réunions ou autres. Vous risquez d'être contacté par Ouais, ça serait bien. On va expliquer et voilà, proposer d'aller en réunion. Impeccable. Cette première expérience leur a déjà appris pas mal de choses sur l'opacité de ces organisations. Maxime et notre journaliste ont maintenant rendez-vous au sein d'une structure dont les principes veulent s'ériger en religion. Bonjour. Enchanté. Gabriel, enchanté, venez avec moi. Merci. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est vous faire des tests de personnalité. Comme ça, au moins, on verra à 100%. Voilà ce qu'il en est, ouais. Ce qu'il en est. Comme ça, on se rassure. Et puis, après, c'est à vous de décider de vous lancer ou pas vous lancer. Vous mettez bien votre âge, c'est important, et donc vous avez recto verso. D'accord. Après avoir répondu à 200 questions, on montre des vidéos de présentation à notre journaliste. Pendant ce temps-là, Maxime a droit à un entretien très personnalisé. Votre plan de bonheur, il est en bas. Complètement submergé par les problèmes et par les difficultés. Vous ne voyez pas comment vous en sortir. Du coup, ça crée ce qu'on appelle de la mélancolie chez vous. Et donc, du coup, votre point de vue envers l'avenir est très pessimiste. Je suis super étonné que vous ayez réussi à connaître autant de choses de ma personnalité. Ouais, là, on voit ce que la vie a fait par rapport à votre test, c'est ce qu'on appelle les hauts et les bas. Il y a plusieurs cours, mais ça commencerait par vaincre les hauts et les bas dans la vie. Après, réellement, c'est toute une route. Ouais. Vous avez le livre, le DVD, et vous avez les conférences. Ce livre-là, comme je vous disais, il était à 21. Tous les autres, donc il y en a 9, ils sont à 17 €. Et en fait, on fait le lot à 150 €. Fin de journée, c'est l'heure du bilan. On voit bien concrètement qu'ils jouent totalement sur des choses qui sont complètement infondées, complètement irrationnelles. Ils arrivent après à faire un peu de psychologie de comptoir, j'ai envie de dire, et puis à nous faire ressortir des soi-disant problèmes et des soi-disant choses sur lesquelles il faudrait travailler. Et pour ça, ce qu'ils nous proposent, bien sûr, c'est de suivre leurs cours. Des cours qui sont à des prix qui sont très élevés, tout en essayant de nous vendre leurs livres et puis également leurs DVD. D'ailleurs, là, on est parti depuis une demi-heure et on n'est pas retourné acheter les DVD. Ils vous ont déjà appelé 2 fois sur votre téléphone. Je me harceler, là, j'en suis au 4e appel pour voir si on va bien revenir, si le poisson a flairé. Étonnant, Frédéric, est-ce que vous avez décelé des mécanismes de manipulation? Alors surtout dans le second reportage, là c'est vraiment emblématique du mécanisme de mise en suggestion et d'aliénation mentale. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord, on fait un peu de psychologie de comptoir, mais par contre, on propose une relecture du passé personnel et en faisant un travail de sape, de déconstruction, pour mettre la personne en fragilité, appuyer sur quelques failles psychiques. Et ce qu'ils veulent déclencher, c'est un premier acquiescement. C'est-à-dire que rien n'est fait pour qu'on ait l'impression de subir une pression, mais qu'on ait l'impression qu'on va déclencher un premier engagement de la personne qui va décider, parce qu'elle a soi-disant été interpellée, parce qu'elle a été mise en lumière, un premier accord, un premier engagement. Je vais acheter un DVD, je vais acheter un livre qui va me permettre d'éveiller mon psychisme. Et si je ne rappelle pas, eh bien je suis bombardée d'appels pour vraiment capter la personne. Donc il y a plusieurs phases dans ce phénomène d'aliénation. Il y a une phase qui est de séduction, une phase de déconstruction, et après, une fois que la personne a, au travers de quelques
acquiescements qui lui font croire qu'elle fait un véritable choix. Là, il y a une reconstruction à partir d'une espèce de boîte à outils du groupe sectaire qui nous propose tout un tas de réponses toutes faites sur l'existence, sur le mariage, sur la spiritualité, des réponses etc. qui ont un coût en plus. Parce qu'il y a Absolument. un marché, on a Immédiatement vu, un coût. bien Immédiatement, on investit financièrement. Vous connaissiez Maxime, Serge Bispo? Je suis heureux et puis j'admire beaucoup ce qu'il a fait parce que c'est très difficile et donc il faut du courage pour rentrer et puis pour résister. Il l'a dit aussi. Et en même temps, on se rend bien compte dans ces deux mouvements. Le premier, c'est un mouvement orientalisant. Donc c'est à la mode, ça surfe sur la mode, c'est très calme, il y a des couleurs choisies pour les meubles, etc. Le deuxième, que je reconnais, bien sûr, est un mouvement qui s'intéresse beaucoup à l'argent. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer la personne. Alors, vous avez vu le premier contact, au bout d'une heure d'un test un peu bidon, oui, complètement. Où évidemment, avec 200 questions, on est déjà un petit peu saoulé de questions. Jamais un psychologue ne posera 200 questions dans un premier entretien. C'est très intrusif. C'est vrai. Alors, on a l'impression de s'être mis à nu, comme ça, psychologiquement, et on vous propose tout de suite quelque chose à 150 €. Qui n'est pas négligeable pour des gens qui n'ont pas beaucoup les moyens, etc. Nous, on a connu à la Mivilude, on a suivi des personnes qui avaient de l'argent et qui ont perdu 200 à 300 000 € dans ces cours, ces séminaires. Et chaque fois qu'ils s'enfoncent, on leur dit pour aller mieux, il faudrait que vous preniez un séminaire, un cours spécial, un cours de haut niveau. Ça coûte 3 000 €, ça coûte 4 000 €. Donc ça leur permet de financer... Richissime. Richissime. Richissime, grâce à... Il se paie quoi avec tout ça? C'est des milliards de dollars ou d'euros, comme vous voudrez, qui sont pris par ces cours, qui sont captés chez des gens dont on sent la fragilité. Vous avez raison. Tout le monde, à un moment de sa vie, a une rupture professionnelle, un deuil, une rupture familiale. Et à partir de ce moment-là, on devient vite la proie. Alors, ce qui les intéresse, sur 100 personnes testées, c'est un ou deux qui vont rentrer là-dedans. Mais celui-là ou celle-là, elle est captée. C'est un peu différent de nos amis qui sont nés là-dedans. Mais là, on a vraiment la machine. Est-ce qu'il y a des études de marché? Est-ce qu'on cible des profils particuliers, j'imagine, qui ont un peu d'argent, qui ont les moyens? Oui. Alors, il y a des mouvements qui s'intéressent à ceux qui ont de l'argent. Il y a des mouvements qui s'intéressent plus aux dames, pour des raisons que vous comprenez. Il y a des mouvements qui s'intéressent aux gens un peu perdus. Et on va en faire ou des gens qui ont même des bonnes aspirations humanitaires. On citait des exemples. On va leur donner des buts dans la vie qui ne sont pas les leurs, mais qui sont ceux d'une organisation. Je voudrais dire aussi ce qu'on voit là. Et le premier reportage est très intéressant, le deuxième aussi. C'est que ça passe toujours par une phase de séduction. Vous avez poussé la porte, vous êtes la personne la plus chanceuse du monde parce que vous avez rencontré l'organisation et l'organisation vous trouve tellement formidable qu'elle ne veut plus vous lâcher, elle va vous guérir. Vous savez, on compare ça à un escalier qui descend à la cave. La première marche est facile et puis plus on descend et plus on aura du mal à remonter de la cave. Voilà, et où là c'est le noir et le froid qui vous guettent. Ça vous parle, Magali? Cette phase de séduction est... Oui, me parle, oui. Les jeunes arrivaient chez nous, les jeunes de Paris, arrivaient chez nous à 2 h du matin, 3 h du matin. Et elles savaient qu'ils arrivaient à 3 h. On préparait à manger. Quand ils arrivaient à 3 h du matin, ils avaient leur repas qui était là, qui était prêt, qui était chaud. On les laissait manger, ils étaient fins contents. Et ensuite, elle leur disait chez tes parents, tu seras allé chez ta mère, elle t'aurait servi un repas à 3 h du matin. Ah ben non, ah, mais c'est pas ça l'amour. Quand on aime son prochain, quand on aime son enfant, on lui fait à manger à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et c'était souvent comme ça, ça a été très longtemps comme ça. Et ensuite, c'était nous qui la servions, mais ça a été très très longtemps comme ça. On arrivait le jour ou la nuit, il y avait à manger. Chaud, prêt, bon et un vrai repas. Vous voulez dire, ensuite, elle a encore changé et après, elle est devenue inaccessible presque? Ah ben, elle est devenue inaccessible, elle est devenue En fait, elle est inaccessible en étant totalement... comment dire, elle nous aspirait. C'était le centre du monde. Et en fait, en la servant, on servait Dieu. Parce qu'elle représentait Dieu. Et autant elle pouvait rien avoir à faire de vous pendant 3 jours, et d'un seul coup, elle avait besoin de vous, il fallait répondre présent tout de suite. Alors, bien qu'aspiré, vous avez tous eu un déclic. Rémi, à quel moment vous avez commencé à remettre en question la vie que vous meniez? Comme je disais, vers 15 ans.
à peu près, où j'ai vraiment j'ai commencé à me dire, mais tout ce qu'on me dit est toujours en contradiction. Dans le même, on va dire, dogme, on dit tout et son contraire. Hein. Vous êtes des créatures de Dieu, vous êtes parfaits, mais l'homme ne vaut rien. Alors, au bout d'un moment, quand il y en a plusieurs comme ça qui circulent dans la tête, vous vous dites, mais à quoi me raccrocher? On ne se raccroche à rien, parce que... Et d'un côté, on se dit, si on s'en va, où est-ce qu'on va aller? Et alors, du coup, la sensation, c'est on reste, parce qu'on est quand même plus en sécurité dans ce qu'on connaît. Même si c'est complètement en contradiction. Ah, vous êtes resté, mais vous avez commencé à faire des petits trucs interdits, quoi, par exemple. Ah bah après, je pensais aider par un cousin, avec qui je suis encore très proche de lui. On faisait le mur pour aller en boîte. On a commencé par aller en boîte. Enfin, on a fait une première, on va dire une semaine. J'ai fait une semaine de vacances avec mon cousin à Osgore. Voilà. C'est de là, en gros, que tout a commencé. J'avais 16 ans, lui avait 18 ans. On est parti et c'est première sortie en boîte, première fois que je découvrais. Enfin, c'était génial. Enfin, c'était énorme. Je voulais plus partir. Moi, à la fin de la semaine, j'étais hyper heureux. Je me dis, mais putain, comment... Alors après, dans la tête, je me disais, mais comment je peux être heureux alors que j'ai franchi tout ce qu'on m'a interdit quand j'étais gamin. Et à partir de là, en fait, et avec mon cousin aussi, parce qu'on a beaucoup au début, on s'est construit ensemble. Dès qu'il y en a un qui franchissait une ligne d'un côté, l'autre la franchissait dans les 2 ou 3 mois qui suivaient. Enfin, bon. Là, vous êtes tombé amoureux aussi? Dans un train? Oui, alors moi je suis tombé. Alors c'est peut-être pour moi le plus gros, le plus dangereux dans la secte, c'est qu'on empêche les gens d'aimer. C'est-à-dire que si tu aimes une fois quelqu'un, c'est parce que tu envisages ta vie avec lui, d'avoir des gamins avec lui. Et de toute façon, le divorce est impossible. Il n'y a que le mariage possible, c'est la seule voie. Et on ne peut pas avoir de flirt avant, on peut pas avoir, même quand on allait... Moi je sais que c'est peut-être les... Quand on me posait la question tout à l'heure, vous me posiez la question si j'ai des mauvais souvenirs de l'école, peut-être les seuls mauvais souvenirs que j'ai, c'est quand une fille m'avait écrit comme à l'école primaire, on reçoit un petit papier avec une fille qui écrit « Oh, je t'aime » avec un petit cœur et tout. Comme moi, naïf comme tout, quand je refilais ça à quelqu'un de ma famille et qui le voyait, non, c'est pas possible, tu peux pas, il faut dire non, tu coupes tout. Alors, du coup, on arrête tout, mais on se fait prendre à l'école par les copains pour un fou. À l'époque, en plus, c'était la plus jolie fille de la classe. Alors, les copains m'ont dit, mais ça va bien, Et alors, du coup, à 15 ans, ouais, j'ai rencontré une fille, donc je suis tombé follement amoureux. Et j'ai communiqué avec elle par écrit et par téléphone pendant 4 mois. Et au bout de 4 mois, elle m'avait fait un courrier où à l'époque c'était l'album Californication des Red Hot. Et elle avait fait un mot avec Californication dans la lettre. Et alors là, ça a été les foudres sont arrivées directement du 7e ciel. Hein. Mais j'ai été interdit de communiquer. Et alors là, ça a été le drame de ma vie. Et si aujourd'hui je suis bipolaire, c'est à cause de ça. Si ma bipolarité est ressortie, aujourd'hui je peux plus travailler à cause de ça. Mon psychiatre m'a bien fait comprendre que c'est depuis cette interdiction, depuis qu'on m'a empêché d'aimer, que j'étais malade. Ma bipolarité est ressortie. Voilà. Frédéric, là-dessus ? Oui, le problème des enfants, c'est qu'ils ont du mal à construire un moi individualisé. Donc c'est à chaque fois que vous avez aimé, à chaque fois que vous êtes émancipé de ce moi secte, vous avez été ramené à des interdits. Donc pour un enfant, c'est insupportable. Donc à un moment donné, effectivement, ça crée un trouble de personnalité grave. On va dire la famille en général a très peur de voir un des enfants partir à cause d'une relation. Parce qu'ils savent très bien que l'émancipation se fera par là. Exactement. Et voilà. Et ce qui est très très intéressant dans votre témoignage, c'est cette idée que l'enfant n'a pas droit à son espace psychique spécifique, c'est-à-dire n'a pas le droit au secret. Non. Au secret d'avoir eu un petit papier avec une petite fille qui vous a écrit « Je t'aime ». Je savais que mes courriers que je recevais étaient systématiquement tous ouverts. Il n'y a pas d'intimité. Quand on a 15-16 ans, c'est quand même un peu frustrant de se dire que... C'est insupportable. C'est insupportable. Ils doivent à la fois se construire, être libres, et en même temps, ils aiment leurs parents.
les parents les aiment, les frères et sœurs sont là. C'est un déchirement de se dire il va falloir que je me construise contre mes parents. Alors, on a tous connu un moment de notre adolescence, je dirais les gens normaux, entre guillemets. Mais là, c'est tellement accentué, il y a une telle vie qui est consacrée à autre chose que l'émancipation humaine. Moi, je me souviens être allé dans un groupe assez voisin disons, on va l'appeler biblique fondamentaliste. Et les jeunes n'avaient pas droit à la musique, à part des tambourins et des chants comme ça. Et pour dire que les jeunes sont formidables. Et c'était un groupe qui vendait des produits bio sur le marché, et donc parce qu'ils cultivaient dans une ferme collective. Bon, il faut qu'on comprenne bien qu'il n'y a aucune barrière physique pour sortir. Ce sont que des barrières mentales. Les portes sont ouvertes, on peut partir, mais personne ne part. Et j'ai discuté avec les jeunes, je leur ai demandé est-ce que vous connaissiez à l'époque, c'était Michael Jackson. Personne n'avait jamais entendu parler. J'ai essayé Mozart, non plus. Et je leur ai dit, vous n'avez jamais entendu de musique? Et un jeune m'a dit, il y a d'autres qui viennent avec des camions pour vendre sur les marchés. Et il y a la musique dans le camion, là, il y a le poste de radio. Et on écoute la musique. Donc je veux dire, ces jeunes, ils sont à la recherche avec une très grande curiosité. Et chez eux, c'est vraiment la fermeture. Et c'est quelque chose de très, très douloureux. On avait vécu aussi, parce que on n'avait pas droit du tout aux instruments. Là où on était. C'était vraiment la musique qui était tolérée, c'est celle qui était produite par le groupe et par les sociétés de production, parce qu'ils ont des librairies complètes. Les bibliothèques de livres et tout. Mais je veux dire, il y a la Bible. Puis vous avez 300 livres comme la Bible pour expliquer la Bible. Voilà. Vous comprenez? Et pour vous dire comment il faut l'appliquer. C'est la grande lecture, ça. Dans un mouvement sectaire, il n'y a pas de Jules Verne, il n'y a pas de choses comme ça. Non. Dans un mouvement sectaire, c'est vrai que tout est contrôlé. On vous fait comprendre ce qu'il faut écouter. On parlait de la musique, ce qu'il faut lire comme livre. Et les barrières, comme vous disiez justement, elles ne sont pas forcément physiques, elles sont surtout psychologiques, quoi. C'est ça. Donc à tout moment, vous pouvez partir, mais vous avez l'impression de bien vous sentir dans ce milieu-là. Et puis on vous fait comprendre que si vous partez, et ben dehors, c'est néfaste. Dehors, c'est le monde de Satan. De toute façon, on va tomber si on va dehors. Et on reviendra à la queue entre les Alors justement, Marguerite, quand vous l'avez vu partir, votre frère, comment vous avez réagi, vous? Vous avez dû avoir peur pour lui, déjà? J'avais 8 ans quand il est parti. Donc j'étais très jeune. Il n'est jamais parti en douceur. Hein, donc ça a été plutôt un scandale familial. Moi, je l'ai vécu en restant dans mon coin pendant plusieurs années. Mais le jour où il est parti, je me suis commencé à me poser des questions. À me dire, ça s'est jamais bien passé. Pourquoi il part? Qu'est-ce que je fais là? Et en fait, c'est depuis son départ que j'ai commencé à cogiter. Et j'ai fait le même chemin qu'il avait fait, lui, à mon âge. J'ai fait le même chemin psychologique pendant des années. Jusqu'à ce que vous partiez. Jusqu'à ce que je parte. Et là, en fait, on s'est retrouvés, on a appris à se connaître. Ça fait que 3 ans qu'on se connaît. On s'est construit une vie en commun après. Voilà. Est-ce que vous avez gardé des séquelles de cette éducation, de tout ce temps passé manipulé? Qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui encore au quotidien? Plein de choses. Par exemple? Moi, c'est un peu... Plein de choses, parce que même si j'en suis émancipée, je suis complètement psychorigide. Il y a des trucs que... J'ai toujours ma conscience, au fait, qui me... Sur quoi, par exemple? Sur plein de choses. Au début, je me forçais à aller en boîte. Je me forçais, j'avais pas envie, mais je voulais parce que tous les jeunes le faisaient. J'ai 22 ans, je voyais mes copines... J'ai dit, il faut que je m'amuse, j'ai 22 ans, c'est maintenant qu'il faut que je rattrape les choses. Et il y a des trucs, je suis une mémé, je sors pas, je tricote dans mon salon, j'ai 22 ans, quoi, je dirais... Les garçons? Les garçons, c'est toujours... Être amoureuse? Être amoureuse, ça je l'ai été, parce que j'ai un gros cœur d'artichaut, mais ça a toujours été sous la réserve. C'est-à-dire que les pauvres gars en face comprenaient pas pourquoi, quoi. C'est-à-dire sous la réserve de... Je ne lui permettais pas à la personne en face de moi d'être aimée, au fait. Je permettais pas à la personne de m'aimer, au fait. J'étais très froide, très dure. Pourquoi? Ça a toujours été l'interdit. Aimer un homme qui n'est pas de cette communauté-là, c'est proscrit, Et là-dessus, vous évoluez ou vous restez toujours aussi... Non, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai un homme dans ma vie et ça se passe très bien pour le moment. Il est très compréhensif, mais le pauvre, il a du mal. Il en bave un peu, mais ça va beaucoup mieux. Il m'apprend beaucoup de choses, il m'apprend à m'émanciper de ça. Et un peu plus... C'est vos filles? Oui.
Elles sont belles, hein. Elles sont jolies. Merci. Ouais. Sublime. Ils ont beaucoup de mérite tous les trois, parce que c'est vrai que lorsqu'on tombe dans un mouvement sectaire déjà à l'âge adulte, c'est très difficile de s'en sortir. Et en plus, quand on tombe dedans à votre âge, enfin, l'âge que vous aviez à l'époque, quand vous êtes tout gamin, là où tout le processus psychologique est en place, où l'importance justement des parents et de la parole des parents est primordiale. Et c'est vrai que d'avoir cette force psychologique quand même, après tant d'années comme ça, étant enfant, à avoir subi du bourrage de crâne, s'en sortir comme ça plusieurs années après, félicitations en tout cas. Merci. Et alors, vous, Magali, comment vous avez fait pour avancer? Comment vous avez fait, vous, pour avancer? Vous nous disiez tout à l'heure que c'était une rencontre amoureuse, peut-être? Mon mari, oui, mon mari m'a... Mais vous l'avez rencontré où, au sein de la communauté? Oui. Oui, parce qu'en fait... Donc c'était un adepte? Du tout. Mon mari est athée. C'est sur le lieu où la communauté habitait, il y avait un étang. Et mon mari aimait aller à la pêche. C'était un pêcheur, alors? Tout à fait. D'accord. Et donc, coup de foudre? carpe, voilà. Comment? Il était fan de la pêche à la carpe et voilà. À quel moment, vraiment, ça s'est retourné contre votre mère? Le jour où elle m'a demandé de choisir entre mon mari et elle. Oui, parce qu'elle n'a pas dû apprécier que vous changiez et que vous deveniez En fait, critique. j'ai fini par lui tenir tête. Hein, et lors d'une punition, je ne me rappelle même plus laquelle, il y a des choses que j'ai occultées, enfin oubliées. Il y a des choses qui ne me reviennent pas. Je lui ai tenu tête en lui demandant est-ce qu'elle trouvait ça normal, est-ce que c'était vraiment ça sa vie, est-ce que... et là, elle s'est mise dans une colère noire en me disant que mon mari me manipulait, qu'il n'était pas un bon mari pour moi, qu'elle ne me reconnaissait plus et qu'elle allait me remettre sur le droit chemin. Et elle me demandait donc de quitter mon mari à l'instant où elle me le demandait, donc à l'instant T, là maintenant. Et qu'elle allait s'occuper de moi, alors que j'avais un travail, et mon mari aussi, et qu'on était tout à fait autonomes. Hein. Chose que j'ai refusée. Et elle m'a dit je te demande au nom du Père de me suivre et de laisser ton mari. Et au nom du Père ou de n'importe qui, non, quoi. Non. Et au nom du Fils, et après au nom du Saint-Esprit. À la 3e fois que je lui ai dit non, elle est partie de chez moi, en claquant la porte, en me disant qu'elle me reniait à tout jamais et qu'elle ne voulait plus jamais entendre parler de moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus aucun contact avec elle? Du tout. Ça fait 8 ans. 8 ans. Donc c'est difficile, j'imagine, parce que c'est quand même votre mère. Ah non, non, non. Non. Comment, quel regard vous portez sur elle aujourd'hui? Vous dites quoi? Je pensais pas un jour connaître la haine. Je l'ai. La haine? Je l'ai, cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle m'a pris ma jeunesse. Elle m'a pris mon insouciance. Elle m'a fait grandir beaucoup trop vite. Et j'ai pas profité de ma vie comme j'aurais dû. Vous êtes maman, vous, aujourd'hui? Oui, oui. J'ai 5 petits bouts et... 5 enfants? Oui, ouais. Et comment vous leur parlez de leur grand-mère? Je leur en parle pas. Ils en ont une, ils ont leur mamie, qu'ils aiment très fort, chez qui ils ont de très très bons contacts. Est-ce que vous pensez qu'on peut se construire durablement en occultant? C'est la question que je vais poser, Frédéric. On n'est pas obligé de maintenir un lien qui est toxique pour nous. Par contre, ce, à mon avis, dont on doit se libérer, parce que ça reste un lien toxique, c'est la haine qu'on peut éprouver. Donc mettre à distance un parent qui nous fait du mal, c'est une chose. Garder en soi de la haine, ça empêche effectivement d'avancer et d'aller de l'avant. Donc ça, c'est important de faire ce chemin pour se libérer de cette... Comment on se libère de la haine ? De ce sentiment. Mais je pense qu'il faut comprendre d'où on vient, comprendre cette emprise, comprendre cette aliénation. Parce que d'une certaine manière, votre mère est aliénée aussi. Donc, avec le temps, de prendre du recul par rapport à ça est important parce qu'effectivement, garder ce sentiment de haine vous pollue, vous. C'est pas... enfin, je veux dire, j'ai traversé plusieurs phases. La tristesse, l'attente qu'elle revienne. Oui. En me disant, elle va revenir. Oui. Si vraiment elle m'a aimée, étant bébé, petite, moyenne, ado, comme elle le prétend, elle va revenir. Une maman, ça peut pas aimer sa gamine pendant 12 ans, 13 ans et d'un seul coup dire, c'est pas possible. Et j'ai vécu ensuite en me disant, il faut que je lui pardonne. Il faut que, même si je veux plus de contact avec, je voulais ne plus avoir affaire à cette femme en me disant, je la laisse de côté. Sauf que
j'aurais très bien pu quitter ce mouvement et me taire. J'ai choisi de ne pas me taire pour les autres. Parce qu'il reste des membres dans ce groupement qui font partie de ma famille de cœur. Et je ne les oublie pas. Et parce qu'aujourd'hui, j'ose me montrer. Aujourd'hui, ici, hier sur un autre et demain encore sur un autre, ça m'a valu quand même un été abominable. Mes enfants se sont retrouvés au tribunal. Mes enfants ont dû aller voir un juge. Et ça m'a touchée. Et ça m'a... Et de ça, je ne pardonne pas. Non. Je comprends. Parce qu'auprès d'elle, vous passez pour justement quelqu'un de traître, entre guillemets, même si vous avez bien fait les choses, vous passez quelqu'un de traître. Et puis, il ne faudrait surtout pas que les autres membres ouvrent les yeux à cause de vous. Donc après, il y a tout un procédé au niveau de c'est pour que je me taise. Elle a touché ce qui avait le plus cher à mon cœur pour que je me taise et je ne me tairai pas. Voilà, et puis pour surtout... C'est pour ça que c'est aussi important, peut-être, pour vos enfants, de connaître votre histoire. Vous dites que vous ne leur en parlez pas, mais je pense que c'est important pour qu'ils comprennent le système, effectivement, dans lequel vous avez été emprisonnés. Comment on peut leur expliquer ? Ma grande fille sait. Elle se rappelle de certaines petites choses. Elle se rappelle que Mémé, comme elle l'appelait, lui apprenait des histoires de la Sainte Vierge, de Jésus et de Joseph. Elle se rappelle de ça, oui. Donc Mémé ne faisait que ça avec elle, donc forcément elle se souvient de ça. Et elle regarde les émissions avec maman, avec papa, elle pose des questions et elle comprend. Mon petit bonhomme de 9 ans veut pas en entendre parler. On a entamé le sujet et il me dit « Maman, elle est méchante, elle est méchante. T'as raison, on lui parle pas. » Voilà. Et ma petite poupée de 5 ans qui est une princesse et mon petit loulou de 3 ans, non. Non. Mais effectivement, ça dépend des âges des enfants. Donc mais c'est important qu'ils sachent d'où vous venez, votre histoire, et qu'ils comprennent votre combat. Parce que votre combat, effectivement, est absolument légitime. Et c'est important pour ouvrir les yeux, pour permettre aussi à des personnes de sortir à un moment de ces emprises. Il faut des gens qui combattent comme vous, il faut des gens qui témoignent, qui expliquent ce qu'est l'aliénation mentale, qui disent que c'est possible, ça peut arriver et qu'effectivement ça peut a fortiori arriver venant de parents. Donc ça, c'est important de le préciser parce que c'est presque un tabou de dire qu'un parent peut être toxique. C'est presque un tabou de dire qu'un parent peut être maltraitant, mais c'est une réalité. Donc effectivement, des témoignages comme le vôtre sont importants parce que vos parents, d'une certaine manière, sont aussi aliénés. Ils sont sous cette aliénation. On n'en veut pas du tout. Et oui. C'est ça. Donc, alors effectivement, votre mère, il y a une toxicité supplémentaire parce c'est son mouvement et elle se bat parce que vous représentez ce qu'elle combat. Donc effectivement... Je voudrais dire, c'est quand même vous êtes des gens finalement qui, non seulement vous en êtes sortis vous-même, mais vous battez pour les autres. Ça, c'est plutôt rare. Parce que souvent, des gens sortent de ce type de mouvement, ne veulent plus en entendre parler, tournent la page, sont souvent avec de gros problèmes, et vous l'avez dit, ils ont beaucoup de mal. On ne sort jamais complètement tout de suite. Il faut des années pour se reconstruire. Ce qui est très important, c'est que, on vous le souhaite aussi, c'est que vous avez vous-même fondé une famille, vous avez des enfants magnifiques, donc c'est la vie qui triomphe de ces moments très durs que vous avez vécus et du fait qu'aujourd'hui vous témoignez. Je crois que c'est pour nous très important. À chaque fois qu'on a eu des témoignages, qu'on a pu écrire un article, un livre, faire une émission de télévision, on s'est rendu compte que des gens, après, disaient « j'ai vu une telle, j'ai vu Mademoiselle Magali, j'ai vu Marguerite, j'ai vu Rémi, je suis dans le même cas. Je suis dans le même cas, je voudrais... » Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de télévision, d'ailleurs, dans ces mouvements. C'est ça, oui. Parce que c'est une ouverture sur la vie et sur le monde. Et si les gens ont le moindre doute, justement, pas hésiter à contacter des gens comme la Miviludes ou même les ADFI. Merci les ADFI, les associations de défense des familles et des individus victimes de mouvements sectaires. Il y a des associations dans chaque région. Et pas hésiter à prendre contact pour entendre différents témoignages et pour être orienté. Dernier mot de Rémi. Oui, je voulais juste dire, par rapport à l'attaque de ce qui est le plus cher, c'est une constante. C'est-à-dire à les enfants. Comme on a dit, on n'en veut pas à l'autorité parce qu'eux-mêmes sont... Mais le problème, c'est que la méthode pour faire revenir, c'est plus de nous parler à nous. Ils viennent parler aux enfants. Oui, bien sûr. Et le problème, c'est que moi, je l'ai vu chez moi avec mes filles. La prière le soir. Alors le problème, c'est que c'est des gens de cœur, comme on dit. Il y a des gens, des affections. Alors, ça s'insinue parce que moi, j'avais dit plus rien chez moi qui n'est
qui est en rapport avec ça. Mais le problème, c'est que c'est un petit cadeau à l'anniversaire. Oh, un CD, mais le CD, tiens, il vient d'où? Il vient d'une... avec... bon, alors on le jette pas devant, on va pas le jeter, c'est bête, mais le problème, c'est que comme c'est un cadeau et que mon aîné, elle a 9 ans, alors bon, c'est un cadeau, on va pas lui sortir le cadeau puis lui changer par un autre. Enfin, je veux dire, c'est hyper compliqué parce que quand ils ont fini, ils ont plus d'armes pour se battre contre vous, ils s'attaquent en fait aux plus fragiles. Merci en tout cas d'être venu nous alerter sur des systèmes qui peuvent être dangereux pour tout le monde. Nous continuerons de prendre de vos nouvelles à tous et bravo de vous en être sortis comme ça. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à Frédéric et à Serge Busco. N'oubliez pas notre rubrique dans version féminin. Chaque fin de semaine, on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode de l'Histoire continue. A tout de suite. Bon après-midi, merci. Merci.